Bonjour tout le monde, merci d'être venus nombreuses, nombreux pour cette deuxième enquête à Big Apple. Alors Big Apple est une galerie associative fondée par Tilly Vossier, Rachel Magnan et moi-même Clément Hébert. Alors on est situé au 401 rue du Pommier à Anderlecht. Big Apple est un lieu d'exposition dans une architecture de fête foraine, un estaminet mobile. Depuis une trentaine d'années, l'estaminet ne bouge plus. Il est à son emplacement actuel dans le jardin du restaurant Inden Applebaum. Et il y a un peu plus d'un an, nous avons entrepris sa rénovation, tout en conservant l'ADN du lieu, des fresques peintes qui représentent des scènes de beuverie, de tavernes, de fêtes, des boiseries, des fenêtres ornementées, etc. Alors tant l'emplacement de Big Apple au milieu des champs et en dehors de la ville que sa forme, une cabane en bois, sont propices aux histoires d'épouvante ou de faits divers croustillants. De la même manière que des enfants fouillent dans le grenier dans le Jumanji, nous mettons en place Enquête à Big Apple, une discussion filmée en présence d'un public autour des archives et des dossiers laissés en vrac par l'artiste dans son ordinateur. Alors actuellement, la météo est plutôt pluvieuse, comme vous avez pu le constater. Merci pour votre présence. Votre soutien est évidemment essentiel. On est bénévole et on a été même cambriolé il y a 2 jours. Donc voilà, vous comprendrez à quel point l'économie de tout ça est précaire. Donc n'hésitez pas à mettre quelques pièces dans la tirelire en forme de cœur qui est par là-bas, d'aller voir notre chaîne YouTube, de vous abonner, d'en parler autour de vous, d'activer la cloche, comme on dit. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur et la joie de recevoir Della Savelli, qui nous jouera son projet live dans 1 heure à peine. Mais avant toute chose, Atice Pinarbassi, nous sommes ensemble pour 50 minutes environ. Alors tu es né en 93, tu vis et travailles à Pantin, tu es diplômé des Beaux-Arts de Lyon et des Beaux-Arts de Paris avec les félicitations du jury en 2019. Tu as exposé à la Monnaie de Paris, à l'établissement d'en face, au Salon de Montrouge, au Palais des Beaux-Arts, à Antwerp Art Weekend, au Crac Alsace et au Crédac. Tu es lauréate en 2020 du prix de peinture Roger Bataille et en 2021 du prix des Amis des Beaux-Arts de Paris. Bah, rien que ça, hein, c'est pas mal. Hein. Tu es peintre et pratiques une peinture qui n'a de cesse de s'hybrider, de déborder de son support et de se déployer dans les espaces que tu investis. Alors bonjour, merci beaucoup pour ta présence. Est-ce que ça va déjà ? Ouais, ça va grave. J'ai retrouvé ma voix et je suis très contente d'être parmi vous. Merci d'être venu et de nous écouter. Et j'ai hâte d'avoir aussi vos retours sur tout ça. C'est ma première fois aussi. Alors, on a tout un tas de dossiers dans lesquels on va naviguer. On s'était dit que dans un monde qui se décompose parfois un peu, on aurait pu commencer avec des images de ton compost. Dont tu voulais nous parler, donc voilà, je te laisse le... Ouais. Oui, c'est vrai que dans ce monde un peu en détresse, on met un peu tous nos déchets quelque part et au bout d'un moment, je me suis juste dit que la manière dont je travaillais beaucoup, c'était de récupérer des choses qu'on jetait dans n'importe quel genre de matériaux. Et en fait, je trouvais ça assez poétique et philosophique et inspirant que les vers de terre, en fait, ils bouffent tout ce que nous, on n'a pas mangé ou tout ce qui est les rebuts, soi-disant des légumes, pour en faire après une terre incroyable, organique. Et en fait, mon autre pratique à côté de l'art contemporain, enfin de la peinture, c'est le jardinage. J'aime beaucoup jardiner et du coup, je viens de Pierrefitte-sur-Seine, c'est une petite banlieue derrière Saint-Denis. Et j'ai un petit jardin et en fait, je me suis juste rendu compte enfin, je sais pas, de viser ce qu'on voit pas trop, ce qui est petit. Et les vers de terre, pour moi, c'était vraiment une sorte de petite rencontre un peu psyché. Eux, avec moi, dans cette idée de quand je jardinais, je les retrouvais. Et en fait, fallait pas que je les abîme. Et il y avait ce côté un peu précieux d'une chose qui est un peu dégoûtante, soi-disant, pour les gens. Et je me suis mise à avoir une sorte, pas d'élevage parce que j'en fais pas un métier, etc., mais d'en avoir vraiment plein et de les trier, de les nourrir, de leur parler, de après renourrir mon jardin, d'être dans un écosystème, un cycle. Et du coup, l'idée des vers de terre, c'était aussi la manière dont on les voit pas, mais dont ils travaillent constamment, enfin 24 heures sur 24 sous nos pieds. Et pour moi, c'était aussi cette question de comment est-ce qu'ils nous soulèvent,
parce qu'en fait c'est aussi grâce à eux qu'il n'y a pas de tremblement de terre, grâce à eux que la terre est assez équilibrée, on va dire, dans sa structure où on marche dessus. Du coup, c'est aussi un autre monde parallèle qui est en dessous qu'on voit pas. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans des questions un peu générales, c'est ce qu'on voit pas, ce qui est petit, ce qu'on voit pas, ce qui est soi-disant faible, ce qui est aussi en marge, et que ce soit chez des individus ou dans des êtres vivants justement qui nous entourent. Et je trouvais le ver de terre super puissant et intelligent. Ils sont en communauté, ils sont solidaires et ils continuent à travailler. Voilà, il y avait une autre image avec peut-être lequel il y avait un lien avec les vers de terre. Ah oui. C'est ça va avec ça va avec ça. Ok. Donc ces peintures Ah oui. ouais. Bah voilà, bah du coup en fait à chaque fois qu'il y a une sorte de sujet comme ça, d'être vivant qui m'intéresse, j'essaye d'en faire des peintures. Et ici c'est des portraits de vers de terre qui sont faits avec du rouge à lèvres sur des tissus de prêt-à-porter, des chutes que je récupère. Et l'idée, c'était de travailler un portrait, enfin un peu dans cette question de la mort et de la vie, d'un cycle qui continue tout le temps. Donc en fait, c'est des vers de terre qui viennent bouffer, soi-disant, les yeux de l'humain, mais en fait qui deviennent eux-mêmes le portrait, en bouffant pas la toile, mais presque, enfin en tout cas la peau de cette personne. Et c'était une série comme ça, il y a l'échelle 1, donc celle-ci elle fait à peu près ça, et l'autre c'est une toute petite miniature, parce qu'à chaque fois soit j'agrandis les échelles de ces espèces, soit je les garde dans une échelle de miniature à chaque fois. Peut-être juste, c'était à quel moment que tu as fait ces pièces et c'était montré où aussi Ça a été montré à Établissement d'en face il y a 3 ans, je crois. 3-4 ans. Et l'autre au Mexique pendant une foire. Et donc cette image avec le masque, là, après que tu vois, avec le chapeau, ça a été cette image qui est un tableau de Jérôme Bosch. Ça a été des sortes d'inspiration dans ces personnages, justement, ou dans tout ce tableau, en fait, c'est des animaux, c'est des créatures qui, en fait, renversent la chose et, en fait, deviennent plus puissants que les humains. Et j'aimais bien cet inversement du monde où c'est plus nous, humains, qui sommes plus grands qu'eux et soi-disant plus forts qu'eux, parce que c'est nous, on écrase les vers de terre, c'est nous, on retourne la terre bêtement, alors qu'au final, elle se auto-retourne d'elle-même. Et du coup, je m'inspire beaucoup de cette pensée-là et de ces sujets-là et de la manière dont lui traite sa peinture pour après réutiliser. Et du coup, lui utilise pas mal de casseroles, d'éléments de cuisine comme ça, d'accessoires sur ces personnages où là il y a un chapeau pointu comme de sorcière. Et là, j'arrive et je reprends le chapeau de la sorcière pour faire une sorte de nez de souris illuminé avec une petite LED qui vient comme illuminer un lampadaire, la pièce d'en bas, là, celle-ci, voilà. Donc l'idée c'est aussi de faire des pièces qui tout le temps bougent. C'est pas parce qu'à un moment je l'ai utilisée avec une pièce que je la bouge pas. Enfin, elles sont assez autonomes. Bah, peut-être qu'on peut revenir du coup un peu en arrière dans ta carrière ou dans ta pratique. Ouais. Avec ce travail que, si je dis pas de bêtises, tu avais entamé aux Beaux-Arts à Lyon. Bah voilà, on peut regarder et faire défiler. Et voilà, je te laisse. Ouais, ok. Donc ce sont des archives photographiques que j'ai récupérées de ma famille. On voit ma mère assise et ma tante debout. Et en fait, ces archives, elles continuent à alimenter mon travail dans plein d'aspects. Donc ça peut être... en fait, ça a commencé de cette volonté de parler de la main. Comment est-ce que la main et le toucher deviennent en fait expression. En fait, au lieu de sourire, de s'aimer, d'être beaucoup plus expressive, les émotions sont un peu plus censurées, sont un peu plus calmes, on va dire. Ah oui, c'est des photos qui sont prises à l'est de la Turquie aussi. C'est pas du tout en France. Et en fait, c'était de parler de comment est-ce que le corps produit la question de l'amour, de l'amitié, de la famille, sans le montrer facialement. Et l'idée, c'est que c'est qu'en fait, je voulais vous montrer comment est-ce que là, le corps crée des cœurs. Donc c'est parti de cette recherche-là et de la composition même, de comment elles se tiennent, des artefacts autour. Parce que c'est quand même pour les contextualiser un peu, c'est
des femmes paysannes nomades, une tribu kurde, qui sont dans des montagnes, qui n'ont pas d'argent et qui, en fait, ces photos sont prises en ville. Ça veut dire que quand elles devaient venir revendre les figues, les pistaches et tout, et ben les 2 seuls euros qui restaient dans leur poche, elles proposaient, elles s'habillaient, parce que c'est pas du tout des tenues qu'elles ont quotidiennement, pour avoir un souvenir, vu que l'idée du souvenir, de même leur existence peut être bouleversée. Du coup, c'était un peu pour marquer des moments où à ces endroits-là, l'image était très rare, ils n'avaient pas accès à tout ça. Et donc voilà, juste pour contextualiser qui sont ces personnes, leur background et tout. Et l'idée, c'est que, je sais pas si on voit là j'ai la souris, mais c'était de reprendre là comment est-ce que le 2 corps, en fait, de 2 sœurs, formaient justement cette idée du cœur, et comment toujours ces mains, donc cette édition s'appelle Maintenant, dans l'idée d'un jeu de mots entre le maintenant et les mains qui se tiennent. Et c'est toujours de retrouver c'est ce cœur corporel, en fait, qui parle beaucoup plus que l'idée de mimer une émotion, mais juste elle est sous-entendue. Donc ça a commencé comme ça, et en fait ces images, elles continuent. Ah oui, sorry. Elles continuent à m'inspirer dans des tableaux aussi, comme là c'est de l'alphabet kurde, où c'est des X avec des trémas, des H, des U, qui sont en fait l'initiale de mes frères et sœurs, par exemple, qui sont aussi des lettres censurées, c'est-à-dire censurées par les Turcs. Donc par exemple, le X, c'est une lettre qu'ils ont retirée de l'alphabet turc, afin que les Kurdes aient beaucoup plus de difficultés à s'intégrer dans la culture turque. Donc voilà, et puis par un hasard, après, la chaise qu'on voit ici, Emmanuel, est une chaise qui après revient sur d'autres pièces que j'ai faites. Mais voilà, c'est toujours dans cette idée où ce qui me questionne, c'est autant la quête de l'identité, de qui sont ces personnes, comment est-ce qu'ils se mettent en scène, comment est-ce que la question des sentiments, de la famille, de la censure aussi, de pas trop montrer, de devoir tout le temps un peu se cacher, se retenir. Et comment nos corps se tiennent ensemble. Et je trouvais ça assez beau que la main devienne une question du soutien, enfin qu'on se tienne la main dans une question même philosophique de se soutenir. Et après je vous montrerai dans d'autres trucs comment est-ce que la question du soutien du corps m'intéresse aussi, au-delà de la psychologie de se soutenir. Donc voilà, je les ai un peu imprimés en papier peint, j'en ai fait une édition, et c'est des photos qui continuent à chaque fois, chaque moment de, je sais pas, tous les 5 ans, tous les 3 ans, à remettre un coup d'inspiration aussi pour moi et de questionnement. Autant dans la composition du faux décor, dans le motif, dans la couleur ici, que je viens justement recadrer pour la rendre beaucoup plus abstraite, où on voit plus vraiment les personnes. Donc voilà, mais toujours voilà, ce magnifique geste qui m'intéresse. Voilà. Et à la fin, j'ai francisé le nom de ces femmes en prénom français. Voilà. Oui, peut-être il y a un truc dont on a parlé un petit peu, c'est que c'est vraiment des studios de photographes, et que, par exemple, on imagine le photographe ou la photographe qui a peint tous ces décors, tous les fonds derrière et tout ça, et que dans plein de familles, il y a un petit peu des mises en scène génériques où le cœur, ça va être le photographe qui demande aux 2 personnes de faire cette forme. Du coup, il y avait ça aussi qui faisait aussi le lien. Peut-être tu veux dire un mot Ouais, bah ça c'est la suite un peu de ma recherche après que j'ai eue aux Beaux-Arts de Paris, enfin même sur la question du langage, de l'alphabet, de la lettre, de comment une lettre devient corps, même dans une question de la typographie. Et en fait, après ce travail-là, j'ai fait plein de très grandes lettres en peinture, qui sont des sortes soit de personnages, soit qui sont personnifiés, mais je me posais beaucoup la question de comment est-ce que la langue est aussi un aspect politique et poétique, et de par mon histoire d'un rapport poétique à la poésie, au chant kurde, et en même temps d'un rapport censuré d'une langue en fait, ou de gens qui sont tus, et surtout parce que la manière dont on nous apprend à lire ou à écrire, c'est des manières en fait très politiques et très autoritaires, parce qu'en fait on nous a aussi appris, c'est une révolution, c'est super, l'imprimerie et tout ce rapport
tous ces moments-là de l'histoire, mais c'est aussi des moments qui contrôlent nos corps pour en fait justifier des lois. C'est aussi pour qu'on applique, qu'on sait lire ces lois, qu'on sait les écrire, et en fait c'est aussi pour ça que le langage m'intéresse toujours, et qui était la recherche pendant toutes mes études de ce que ça veut dire ces lettres et ces mots, et comment les mots on peut aussi les épuiser, les user, les détourner, les jouer, les renverser, comment on peut ouvrir des signifiants dedans, des jeux de mots comme ça, dans des rapports parfois lacaniens comme ça, où il y a des imprévus qui arrivent dans l'inconscient, voilà. Oui, ben là, ça suit un peu ce qu'on dit. C'est l'évolution du chiffre 4, parce qu'après, je vous montrerai une série de chiens avec les chiffres 6. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment, voilà, comment est-ce qu'en fait, même le rapport au lettré, au chiffré, c'était des dessins. Et comment est-ce qu'on perd la question du dessin et qu'on arrive dans une question juste d'un code, quoi, en fait. Enfin, d'un code qu'on nous inflige, et c'est aussi pour ça que tous les dessins de préhistoire, de tout ce rapport au langage, comment est-ce qu'il était hyper, pour moi, plus analphabète, enfin en fait qui permettait à des gens qui savent pas lire et pas écrire de comprendre quand même, et d'essayer de communiquer malgré le fait qu'ils sont pas allés à l'école. Et bien sûr que ce sont des questions que je sors, enfin pas comme ça en regardant les étoiles, mais parce que mes parents sont pas allés à l'école, et donc c'est aussi comment est-ce qu'en tant qu'immigrés en France, ils ont dû apprendre une autre langue, sachant qu'eux-mêmes connaissent même pas leur propre langue, et c'est de comment est-ce qu'on mélange des langues, donc tout ce questionnement, un peu juste pour resituer, c'est vrai, mais de pourquoi je m'intéresse à ce rapport au langage, à ces langues, à l'oralité, à la physicalité des mots, c'est parce que je fais l'expérience avec des gens assez forts qui se battent pour pouvoir s'exprimer et être compréhensibles dans un espace où en fait on est complètement normé par ce qu'on dit, comment on le dit, et, et notre accent et les fautes, qu'est-ce que c'est une faute, le rapport à l'erreur quand on parle, le rapport au savoir, à l'intelligibilité voilà, qui arrive, et c'est de comment je confronte tout ce background que je peux avoir depuis ma naissance avec tout le background que j'ai à l'école en France, et de faire des liens entre ces deux-là. Oui, bah ça c'est la suite justement, où ça a commencé comme ça un peu, les chapeaux, les chaussures. Après on verra, c'est des X beaucoup aussi, parce que c'est une lettre qui moi me suit beaucoup du côté même anonymat en fait, de pas tout le temps avoir un lien avec notre prénom, notre histoire, et de leur mettre à chaque fois un chapeau comme s'ils avaient comme s'ils étaient ils avaient une âme un peu, ces tableaux, parce que j'aimais bien croire à l'idée que c'est pas juste une nature morte, même si en vrai ça l'est quand c'est accroché, mais que en fait ces personnages ils ont je sais pas, qu'ils ont une existence, quoi, et du coup ouais, d'avoir un truc d'animisme un peu auquel je crois, d'activer les choses en leur donnant une tenue, enfin un être. Et ça c'est un tête-à-tête, ça s'appelle, c'est 2 lettres T. Et dans ces 2 lettres T, j'ai voulu justement créer une peinture en lumière. C'est pendant un atelier d'un prof belge super qui s'appelle Michael van den Abel, justement un flamand qui habite à Bruxelles, et qui proposait des ateliers de peinture où ça se corrélait et ça conversait avec d'autres médiums, dont la question de la lumière, ce que ça voulait dire, surtout en peinture, dans l'histoire de l'art. Et pour moi, c'était intéressant de faire cet exercice de créer un personnage avec une boucle d'oreille, une créole fait de fils électriques, et c'est toujours peint sur des tissus de prêt-à-porter dans ceux-là. Donc c'est très transparent, on voit le châssis, enfin il y a vraiment un rapport presque, ce qui m'intéressait, de reproduire des schémas dans lesquels on s'habille, par exemple quand on a un leggings un peu trop transparent et qu'on voit notre culotte, enfin c'était pour moi aussi la même manière dont je voulais qu'on voit le châssis et que ce soit transparent, et qu'on voit presque les os, enfin que considérer que le châssis, le bois, ce soit comme des sortes d'os ou de peau, et de travailler dans cette sensualité presque du corps du châssis. Donc là, bah oui, on continue aussi avec. Là, on a tout à coup un lien avec à la fois la question du langage et à la fois la question du jardin, avec ces petites séries d'escargots.
Bah voilà, je te laisse continuer. Ouais, mais ça c'est après l'école justement où en fait on est face à nous-mêmes, il y a une réalité à laquelle on s'attend pas du tout dans cet espace utopique des beaux-arts et en fait je me suis retrouvée dans une question de je peignais beaucoup de lettres et d'un coup je me suis dit ce que ça voulait dire ce rapport aux chiffres aussi et ce qui m'entourait et c'était une résidence d'un an à Hambourg et ce qui m'entourait c'était des escargots, c'est une ville très humide, il pleut tout le temps et c'était mes seuls potes parce qu'il faisait aussi très sombre. Donc j'étais un peu en insomnie. Et voilà, c'était assez pour moi réconfortant de me dire que c'était mes amis. Parce que, en fait, quand on est en résidence, tout le monde pense aussi que c'est super et tout. Mais il y a quand même une réalité, c'est que t'es seul. Et c'est super parce que tu peux créer beaucoup de choses parfois, mais parfois tu peux beaucoup angoisser. Et c'est bien de se trouver une forme d'autres rapports non humaines encore, en fait, de gens auxquels on n'a pas le même langage, donc les escargots. Et j'ai commencé à m'intéresser à la figure des escargots, à mater des reportages dessus. Et ça m'a un peu impressionnée, vraiment, je tombais de haut. Et en fait, de savoir que ils sont hermaphrodites, qu'en fait c'est en fonction de la température de corps qu'on peut porter un bébé. C'est quand même révolutionnaire dans la société où en fait par notre genre on doit toujours être amené à devoir prendre des choix. Par exemple en tant que femme on doit porter un bébé alors qu'en fait si on prend le système des escargots et si on était super inspiré d'eux, on pourrait peut-être révolutionner et les hommes pourraient porter un bébé. Enfin, je veux dire voilà, c'était des systèmes comme ça philosophiques de genre qui m'intéressaient vis-à-vis de leur super pouvoir. Le nomadisme, tout à l'heure je parlais de ma famille qui sont nomades, c'est aussi de se dire ils ont leur maison sur leur dos quoi quand je voyais leurs coquilles, de se dire qu'en fait c'est assez beau de porter tout sur soi et d'aller tout lentement. Et c'était aussi un système juste un mantra que je m'étais donné de suivre leur lenteur pour essayer de moins produire et d'être dans un rapport un peu moins capitaliste aux choses et de la rapidité et de prendre le temps. Donc c'était aussi ce truc-là. Ça, c'est des petits escargots de mon jardin sur un basilic pourpre de Turquie. Et en fait, c'est un basilic vraiment magnifique. Ils sont trop trop bons. Ça sent pas comme un basilic classique et il a une couleur. Toutes ces feuilles, elles ont jamais la même couleur. C'est jamais un vert, un violet entier. C'est que des sortes de camailleux. Et voilà. Et aussi, bien sûr, dans la question de l'escargot, il y a la question du cycle, de se protéger, de rentrer dans sa cabane. Et aussi, après, que j'avais mis en lien... Tu vas aller sur les notes là ouais, ou la musique. Là. Ça, c'est Et du coup, ça, c'est des mariages chez nous. Et en fait, on danse tout le temps en rond. Et la question du rond, du cycle, du tournoiement, des derviches tourneurs, je pense que vous voyez très bien, on en fait beaucoup la pub quand on veut aller en Turquie. De toute cette question de ce que c'est le cycle, donc que ce soit l'escargot, que ce soit le ver de terre, que ce soit la nature, avec ce qui se dégrade, ce qui se recompose. En fait, tout ça, pour moi, c'est essentiel dans ma pensée. Et j'ai pris du temps avant de comprendre pourquoi est-ce que cette danse et ces rituels de mariage tous les dimanches, constamment depuis que je suis enfant, sont au final une manière vraiment de croire à un pays qui n'existe pas, donc le Kurdistan. Et je trouve ça assez beau que leur manière de se tenir en rond et de chanter en kurde dans un pays français où ils sont partis de continuer à imaginer que cet endroit continue à exister juste par leur présence et leur danse. Par le prétexte de l'amour encore, si on peut revenir à ces photos, justement, de dire comment est-ce que l'amour, dans ces mariages, c'est l'amour, mais c'est aussi un peuple qui se retrouve. Et en fait, quand ils sont plus nombreux, parce que ça, c'est la fin du mariage, mais quand ils sont plus nombreux, j'ai oublié de mettre la photo, ça fait vraiment un escargot. Enfin, on est vraiment dans une spirale totale. Et c'est assez beau. Et pour moi, ça parle vraiment beaucoup de trance aussi, dans la question de la répétition, de la boucle, en fait, en musique, en danse. Et voilà. Ah oui. Tu vas aller sur ça ou sur les sièges Emmanuel Non, je peux aller sur ça. Bah, en fait, voilà, les escargots, c'était le chiffre 6 aussi, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, ces chiens, c'est aussi le chiffre 6. Dans l'idée dont je parlais tout à l'heure de épuiser le langage, l'idée, c'est de faire plein de... C'était pour moi de créer par le langage des portraits, donc toujours dans cette quête d'identité, de ce que ça veut dire, de qui on est. Parce qu'aussi, pour
revenir à ça, c'est que pour la première fois, on devait écrire un texte sur moi quand je peignais les escargots. Cette personne ne m'avait jamais vu physiquement, elle sait pas mon prénom, s'il est genré ou pas, d'où il vient. Et je lui avais juste demandé de considérer qu'elle parle avec une autre espèce que l'espèce humaine, dont un escargot. Je lui ai dit, je suis un escargot, elle est ok, on a fait un entretien, comme si elle parlait un escargot. Et du coup, après ça, je me suis juste demandé, comment est-ce que je pourrais continuer avec ce chiffre 6 à recréer des portraits. Et du coup, le chien est arrivé. Alors que j'ai pas de chien et tout, j'ai pas de lien avec les chiens à part les chiens sauvages, les chiens de berger de mon grand-père. Mais du coup, le chiffre 6 est devenu ces portraits de chiens. Et l'idée, c'est d'épuiser en fait le 6 qui devient un 9, qui devient un museau. Et en fait, voilà. Et donc ça, c'est 2 séries comme ça qui ont été montrées au Crédac et avant ça en Bourg. Et l'idée, c'est de aussi récupérer mes chaussures usées. Donc l'idée vraiment de venir user, de prendre le temps et de faire sa vie et d'utiliser ce rapport au temps comme des oreilles de chien ici. Ouais, peut-être juste je pensais à un truc, mais j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on voit des cadres autour des... Oui. Bon, peut-être qu'il n'y a pas de raison, hein, mais... Non, là pour la première fois, il n'y a pas de raison. Ok, super. Enfin, moi, les cadres, c'est décadré, il n'y a pas de lien. Ok. Des petites limaces. Ah oui, c'est ça que je voulais dire sur les escargots. Ah ouais. En fait, je trouve ça très hypocrite comment est-ce que quand on est humain, on trouve que les escargots, c'est baveux, c'est dégueulasse. Il y a un truc un peu rebutant comme ça, comme du ver de terre. Et en fait, je trouvais ça... Je dis hypocrite parce qu'en fait, nous, on bave, quoi, en fait, comme eux. Nous, on a de la salive au-delà de notre bouche, on en a partout dans notre corps, en fait, que ce soit le sperme, que ce soit plein de choses, en fait. On jouit aussi, donc en fait, on laisse des traces aussi, sauf que parce que c'est nous... Parce qu'on a des machines à laver, parce qu'on a tout ce système, c'est ok, on voit pas. Et en fait, moi, ce que je trouvais assez beau, au contraire, chez les escargots, c'est de nous rappeler ça, et je l'ai trouvé au final très sensuel et très, très beau, parce qu'en fait, tu te réveilles et en fait, tu vois des traces qui brillent. Et en fait, je trouve ça plutôt beau, quoi, de voir des sortes de brillance au sol et qui te font un dessin. Et en fait, ils dessinent avec leur corps et j'étais juste là, genre, waouh, ils sont plus artistes que nous. Bah, je veux juste dire, comment est-ce que ton corps devient même pinceau. À un moment, voilà, je suis allée dans un truc un peu éloigné comme ça, mais vraiment une sorte d'adoration des escargots, des limaces, de comment leur corps, waouh, il est juste protéiforme et puis c'est toujours tout ce qui est petit et qu'on voit pas. C'est quelque chose qui m'intéresse. Donc tout ce qui est tout le temps pas intéressant, les gens qui sont en marge, donc la question de la banlieue, de ces gens-là, c'est pareil pour moi que les escargots. On change de dossier ? Ouais. Allez. Donc là, on arrive sur un projet qui s'appelle Chants censurés, c'est ça ? Ouais, ok. On commence avec celle-ci. Allez. Oui, dans la suite de ma recherche sur la question du langage, cette fois c'est la partition de musique comme système de motifs, donc c'est plus le chiffre, parce que c'est venu de comment est-ce que je me posais la question de quel genre de musique me faisait pleurer, bêtement. Et en fait, je me suis rendu compte que les musiques françaises ne me faisaient pas pleurer. Je comprenais pas pourquoi. Je suis née en France, juste pour compter. Et du coup, je me suis dit, pourquoi j'ai pas d'émotion dans cette langue quand ils chantent. Et je me suis juste rendu compte que le kurde et le turc, c'était les chansons qui me faisaient le plus pleurer. Donc ça a commencé déjà dans un constat juste comme ça, de me demander pourquoi, je comprenais pas. Et dans cette question de la langue, ce qui m'a fait un peu violence, c'est de me dire que j'ai la chance d'habiter dans un pays où en fait chanter, c'est plutôt culturel, c'est plutôt plus qu'autorisé, il y a rien d'interdit, c'est festif, voilà, c'est normal quoi, c'est de la fête. Et en fait, à ce même moment, donc c'est pendant un peu le Covid, et en fait ça fait déjà depuis très longtemps qu'il se passe ça, il y a une grève de la faim qui arrive par 2 musiciens qui viennent d'un groupe qui s'appelle le groupe Yorum. Et en fait, c'est des gens qui sont tellement forts, tellement talentueux et tellement importants en Turquie, donc des musiciens kurdes et turcs, qui s'unissent pour chanter en plusieurs langues, bien sûr dont le kurde, ce qui dérange vachement la Turquie. Et ces gens ont été du coup censurés, ont été emprisonnés parce qu'en fait ils disent des mots
avec un fond sonore. Et en fait, ça m'a un peu juste renversé ce système de comment est-ce que nous, on voit la musique ici, et comment est-ce qu'à d'autres endroits, en fait, la musique, et du coup, au-delà de la question de la musique, mais comment est-ce que le langage et les mots, en fait, ça devient une arme. Et pour moi, c'était ça qui était important, c'était de comment est-ce que dans la question du langage, où moi, je m'intéressais à une sorte comme ça, de questionnement total. Et en fait, je me suis juste rendu compte que chanter, c'était une arme, et c'était un crime, et je trouvais ça vraiment pas juste et hyper intéressant. Comment est-ce qu'on peut devenir aussi hyper, comment on dit, influent. Et comment en fait ce groupe il a influencé tellement de gens, il a rassemblé tellement de gens qu'en fait ils sont devenus dangereux pour l'État. Et je trouve ça assez beau comme système collectif de se réunir et de faire, de se contrer contre un système répressif en Turquie de censure constante. Et en fait c'est venu de ça un peu cette recherche, on va dire graphique au début, des notes de musique qui font des portraits. Et après, c'est aussi aller sur plein d'autres questions dans cette exposition. Donc, c'est mon premier solo show à la Galerie Godel de Stampa. Donc, c'était la première fois aussi que je permettais ça. Ça, c'est l'entrée de la galerie où il y a un rideau de métal avec des perles et des bouts de bouteilles de vin éclatées. Et en fait, c'est quand le spectateur ou spectatrice rentre, c'est eux qui actionnent la musique qu'on n'entend pas chanter. Donc c'est le spectateur qui devient comme un peu le chef d'orchestre pour lancer une sorte d'écho. Et voilà, l'idée c'était de créer une sorte de chorale dans cet espace White Cube qu'on me donnait, et d'avoir ces espèces de cantatrices autour de nous qui chantent ce son qu'on n'entend pas, et de travailler sur ça. Donc tu as quelques tableaux qui sont brûlés sur les côtés et qui sont aussi faits à base de maquillage, de fusain, d'encre, de peinture. Il n'y a pas trop de hiérarchie dans ma palette. Je considère que le maquillage, c'est le même système que la peinture à l'huile, c'est-à-dire que c'est du pigment mélangé avec un peu d'huile. Et en fait, je le prends aussi de la même manière pour peindre. Et l'idée, c'est aussi beaucoup de parler dans tous ces drapés qu'on voit dans ces tableaux. C'est évident pour moi que ça parle aussi beaucoup de la question et du drapé en histoire de l'art, mais surtout beaucoup dans les vêtements aujourd'hui, dans les voiles, dans ce que ça veut dire la question du voile aujourd'hui. Comment est-ce qu'un prêtre, une nonne dans un métro à Paris, ils sont complètement pas du tout dévisagés, quoi. Et comment est-ce qu'en fait une tenue, dès qu'elle dépasse un continent, le Moyen-Orient, comment est-ce qu'un abaya elle dérange, quoi. Comment est-ce qu'en France on peut interdire ou on peut être dérangé par des tenues sportives parce que des gens ont un voile. Pour moi, c'était aussi un rapport de questionnement sur l'identité là-dessus. Et c'est pour ça qu'elles ont des sortes de grandes robes comme ça, drapées, qui tombent. Et c'était aussi pour moi l'occasion d'avoir des personnes qui ont ces tenues entre deux, et qu'on ne juge pas par un rapport politique, religieux, et qui après font des sortes d'énormes fantômes. L'idée c'était aussi de jouer, voilà, pas un sujet, mais c'est genre juste une bande de personnes ensemble en famille. Et c'est aussi la première fois que je fais une série dans cette expo. Pourquoi ? Parce que je me suis jamais confrontée à l'exercice de la série, et en fait c'est assez difficile en vrai de faire une série, parce qu'en fait on a peur de se répéter, que ce soit ennuyeux, et que même ça a plus de sens. Et en fait quand ça a plus de sens, faut arrêter. Mais pour ça faut essayer, et en fait j'ai essayé de faire ce truc, et c'était trop bien parce qu'en fait j'avais l'impression de créer une sorte de bande de copines et une famille, et j'avais plus l'impression d'être dans un rapport de l'histoire de l'art vis-à-vis de la série en peinture, et tout l'espèce de stress en fait qu'on se mange avec ce médium de la peinture à l'huile et tout. Et là pour moi c'était juste une grosse bande de copines qui chantent et qui juste font taire toutes ces espèces d'autorités qui qui emprisonnent, quoi. Peut-être pour qu'on comprenne bien, donc le rideau aussi c'était à l'entrée, donc chaque personne qui rentrait dans l'expo produisait directement ce son. Et aussi tu m'avais raconté sur les matériaux. Bon, on est encore dans la même chose que dans le fait de prendre des rebuts et tout ça comme un matériel, mais avec les chaînes et les bouts de verre, si tu veux.
En fait, ça vient juste de trouvailles aussi, parce que je travaille beaucoup avec des récupérations, mais aussi des recherches perso sur Le Bon Coin. Donc c'est aussi beaucoup d'objets que je vais regarder. Ça, c'est des rideaux pour anti-insectes, soi-disant. Des trucs comme ça que je trouvais chez un gars qui fait des décors aussi de cinéma, qui vendait ça. Et le reste, c'est des porte-clés en métal. Et l'idée, c'était d'avoir un objet qui fasse du son. Donc c'est aussi d'essayer de trouver des matériaux comme ça. Et les tissus, c'est des vêtements que je chope au marché, au mètre. C'est en fait des chutes qui vendent au rouleau, qui sont faits soit pour faire des rideaux, pour faire des robes de mariage. Il y a aussi des fakes. Le petit personnage ici, c'est sur un Gucci, un faux Gucci. Voilà. Et en fait, voilà, il y a plein de trucs comme ça où en fait c'est aussi parce que c'est ces matériaux-là et ces motifs-là en fait qui sont importants pour moi que j'utilise ça. Parfois c'est des hasards, donc on me les donne ou je les trouve, mais parfois je vais vraiment les choisir pour leur composition, leurs motifs, leurs symboles et tout. Ok. Euh, donc là, on refait un petit tour dans le jardin, c'est ça? Euh, Ouais, retour dans mon jardin, mon endroit d'inspiration, d'enfermement. mais, mais ouais, non, ça c'est une feuille de rhubarbe que j'ai plantée et c'était aussi de vouloir répéter ça en peinture. L'idée que les feuilles nous dépassent, enfin en tout cas est plus grande que ma main. Et l'idée c'était de faire une série sur les 4 saisons avec des énormes feuilles géantes qui nous dépassent et qui font 2 mètres sur 2 et qui portent des sortes de lettres qui volent dans l'air un peu. Donc il y a l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Et il y a des feuilles qui sont bipolaires, donc ils ont 2 couleurs. Dans cette idée aussi de parler beaucoup d'un autre sujet qui m'intéresse, de la psychiatrie, de la question de la folie, de la question du mal-être, de la tristesse, de la dépression, de comment est-ce que ces systèmes-là de pensée, ils peuvent aussi être présents dans la nature. Et voilà. Donc là, la même pièce, tu l'as mise en scène dans ton jardin, c'est ça? Ouais, c'est dans une forêt en Dans une forêt. Ouais, Et après, ensuite, tu l'as montré dans un autre contexte, une galerie ou une expo? Ouais, c'est ça. En fait, celle où il y a Simone qui tient la feuille, c'était aussi juste pour essayer cette question de la documentation, parce que c'était pour que ce soit dans un catalogue d'art. Et en fait, je voulais juste voir ce que ça voulait dire une peinture pas accrochée, juste tenue, de un peu la désacraliser du mur et de l'essayer dans un autre champ. Et est-ce que c'était pas trop lourd que ce soit dans une forêt? Mais c'était un test et je trouvais ça important de le faire, de pas juste dire oui à un système où c'est nickel, parce que parfois c'est super pour documenter comme ici, mais parfois faut juste, je voulais tester un truc aussi. Oui, et puis on revient un peu au truc que tu as dit au début, c'est que souvent, quand on livre une pièce dans une expo, c'est le produit fini, il est prêt à être vendu, et après on n'y touche plus. Mais toi, t'hésites pas à retoucher tes pièces, à les faire vivre, même après des expos et tout ça. Euh, Donc là, on retrouve aussi la pièce de 2 euros, qui est un motif qu'on retrouve dans l'expo dans laquelle on est en ce moment. Ouais, si tu veux dire un mot aussi sur ce. En fait cette pièce c'est exactement ça, c'est des céramiques que j'ai faites à Lyon, donc il y a 10 ans, je sais pas, il y a longtemps, et qui se sont arrêtées, qui devaient être jetées, et au final le temps que tu prends à faire des pièces, c'est quand même beaucoup d'argent, en fait, c'est du temps économique. Et je me suis juste dit qu'il fallait que je réexploite. Et l'idée, c'était de faire une fleur géante qui pleure ou qui transpire dans un entre-deux, entre tristesse et réchauffement climatique. Et du coup, la pièce de 2, ouais, c'est toujours le rapport à l'argent, un système qui m'intéresse, un motif, et au-delà du motif, un objet qui m'intéresse parce que c'est quelque chose qui disparaît. Donc les choses qui disparaissent, c'est aussi quelque chose que j'aime bien, mais aussi parce qu'en fait, pour moi, l'argent cash, c'est un argent que j'ai connu avant et que je continue à utiliser coûte que coûte, pas parce que je suis anti-système seulement, mais aussi parce que je trouve que c'est des manières en fait
pour des gens, par exemple, qui, moi j'ai mes papiers, mais en fait j'ai grandi avec une famille d'immigrés qui avaient pas accès à une carte bleue, à un rapport même à une identité française. Donc l'idée c'est de voir comment est-ce qu'en fait le cash permet à des gens aussi de payer des gens qui n'ont pas de statut, qui n'ont pas de compte en banque, qui n'ont pas possibilité d'ouvrir un compte en banque, parce qu'en fait c'est pas si facile d'ouvrir un compte en banque. Et il faut prouver que t'es domicilié, mais quand t'es pas domicilié, que c'est quelqu'un qui te loge illégalement, t'as pas toutes ces preuves. Et pour moi, l'argent cash, c'est aussi un système qui peut en fait arrêter de nous tracer en fait à chaque fois qu'on dépense quelque chose. Et c'est pour ça que ces pièces, je les prends soit comme des têtes, soit comme des yeux dans cette expo qu'on voit ici à Big Apple. Et voilà, il y a le chiffre aussi qui revient. Ouais, du coup, c'est un peu la même stratégie qu'avec les tissus et tout ça. C'est comment des petites choses peuvent devenir des objets de résistance. Ou c'est hyper intéressant. On continue. On a encore un peu de jardin. Ouais. Bon, c'est bien, c'est la saison. Ouais, mais ça c'est mon figuier. Enfin, c'est pas le mien, c'est de mes parents, mais c'est le mien en fait parce que c'est moi qui m'occupe du jardin. Le figuier, c'est parce qu'en fait on vient d'un village qui s'appelle Injirle, donc qui est les figuiers. On est connu pour ça, soi-disant, et en fait c'est vrai que je trouvais ça assez beau que mon père, un des premiers gestes qu'il a fait quand il a eu cette maison, c'est de planter un figuier qui était tout bébé, et maintenant c'est un peu notre père. Et c'est devenu un peu l'espèce de récolte que je dois faire tous les étés avec plaisir, où en fait tu peux les distribuer à tout le monde, et j'étais super fière de pouvoir distribuer cette chose complètement naturelle et sucrée et réconfortante. Et l'idée c'était de vous montrer ce figuier par rapport à d'autres pièces que je fais. Là c'est ma mère, ma montagne, qui est une pièce que j'avais montrée au salon de Montrouge, où la question de la lettre, justement, maintenant, c'est le châssis qui devient la lettre. Donc, il a plus une forme rectangle classique, et il essaye un peu de s'hybrider en montagne. Et là, c'est déchiré, brûlé et peint sur des draps. Et l'idée, c'était un mot complet, là, qu'on voit peut-être pas, mais c'est une musique qui s'appelle Kinem, donc une musique kurde qui parle de la question de qui nous sommes. Et c'est cette musique qui m'a permis de faire cette pièce. Et en fait, je me rendais compte que quand même beaucoup de paroles ou de musique comme ça m'inspiraient pour faire des pièces, ou bien mon jardin, ou des figures comme ça, qui est la montagne, qui est le figuier, ou des trucs comme ça. Ça, c'est l'étoile en fil de barbelé, tissu trempé. Et ça, c'est le cas aussi de Qui. Et voilà, c'est la suite. C'est fait avec des rosiers. J'aime bien cette idée du rosier, de figuier, parce que c'est des choses en fait qui ont des feuilles qui piquent, qui en fait d'abord te mettent dans un rejet déjà physique de la plante, quoi. Le figuier, une fois que tu le mets sur toi, tu dois te doucher. Enfin, c'est vraiment. Mais en même temps, il y a un truc qui est magnifique, qui est délicieux quand tu ouvres la figue. Et je trouve que c'est un peu pareil avec l'image de la rose. Et c'est aussi pour cette espèce de dualité de corps que ces éléments de nature ont, que j'utilise. Et là, au pied des murs, dans les trous, c'est de la menthe que je récolte et que je fais sécher pour faire des tisanes, parce que c'est un bon remède pour les ovaires, pour l'estomac. Et du coup, c'est la manière dont je jardine ou dont je cuisine qui est aussi une manière pour moi de penser la peinture. Je vois pas trop de frontières entre tout ça. Et les cannes, c'est des cannes qui ont servi pour une performance, qui servaient comme une canne de berger, qui sert comme une canne à boiter et comme une arme, comme un fusil dans la perf. Voilà, non, on va enchaîner naturellement. Avec ok, vas-y, go. Je vais commencer par laquelle. C'était laquelle la première? La première, c'est celle-ci. Bonjour. Bonjour. Oui, mais ça c'est une série pareil avec des lettres. On a SOS, on a Mom and Dad, on a Jean et on a War. Et ça c'était au FRAC Île-de-France l'année dernière. Donc c'est une série... Il y avait la version avant, si je dis pas. Ouais, exactement. Voilà, ça c'est la version avant, à Lausanne, aux Urbaines, qui est un super festival de performance en Suisse, où il y avait une expo dans un cinéma abandonné. Et dans ce cinéma, je trouvais ces espèces de rails, de vis,
qui pour moi me faisait penser à des sortes de munitions un peu qu'on pourrait avoir dans les guns automatiques comme ça qui se chargent. Et dans cette peinture sur t-shirt qui parle un peu de l'actualité, de la guerre, j'avais envie de leur faire des bras comme si c'était des bras explosifs, hein, de fusil, quoi. Et en fait, quelques mois plus tard, je devais l'exposer au FRAC, mais pour la première fois, je travaillais avec des scénographes, donc c'était hyper différent, étrange de travailler dans un rapport où mes toiles ne devaient plus être au mur, mes toiles devaient être forcément sur ces structures-là. Et on a composé, donc au lieu de mettre ces bras, si je mettais ces bras-là en vis, en fait, ce serait comme une sorte de fantôme qui vole sur cette planche. Et l'idée, pour moi, ça enlevait tout le rapport assez puissant du sujet et du corps décapité un peu, du corps arme. Et je me suis mise à chercher ces béquilles de guerre en bois, afin que en fait, la structure et de l'espace scénographique du statement des scénographes et de ma pièce n'en pâtissent pas. Et c'est aussi pour ça que je me permets de faire ça, mais de vraiment pas sacraliser une œuvre comme si elle devait être figée. Tu la montres une fois, elle doit plus bouger, elle doit plus être retravaillée. Et je trouve que c'est assez important de essayer de les bouger et de les modifier, quoi. De pas croire que c'est un bijou précieux. Ah. Et oui. Et en fait, cette série, elle est arrivée d'un constat un peu plus social dans le métro, dans ma famille, dans en fait des personnes qui sont blessées physiquement, donc qui ont tout le temps des béquilles, qui sont tout le temps en train de boiter. Comment est-ce que la béquille aussi dans le métro devient presque une sorte de poursuite de l'architecture du métro, comme des barres en métal, parce que ça c'est les béquilles de guerre, enfin en bois, mais j'en utilise d'autres qui sont en métal, qui sont celles qui sont plus récentes. Comment est-ce que presque ces béquilles, ça devient soit une troisième jambe, ou comment ça devient presque la suite d'un barreau de métro. Et en fait, c'était comme ça que j'ai démarré ces personnages-là, cette série. C'est vraiment de cette idée de voir aussi beaucoup sur le métro 13, qui est quand même un métro emprunté beaucoup par des ouvriers, par des immigrés, voilà, par cette classe populaire. Et en fait, tu te rends compte que vraiment, ces gens sont abîmés, sont fatigués. Et pour moi, c'était important de faire une série de gens blessés physiquement et psychologiquement. Voilà. Et ça, c'est une collaboration avec la pièce de Raphaël Moreno au milieu et mes deux peintures là-haut, des champs brûlés qui ont été montrées là-bas, comme des fantômes qui volent. Et en fait, je vais vous montrer après une expo avec Raphaël Moreno, justement, établissement. Pour moi, c'est assez important de travailler dans cette question de l'amitié aussi, un peu comme ici, comme ces espaces-là, d'être dans un rapport où en fait on n'attend pas que les institutions viennent nous chercher, parce que là, les dernières expos, c'est ce que on voit. Mais en fait, c'est aussi, depuis 2016, on accroche constamment notre travail ensemble. Raphaël, elle est sculptrice, et moi, je fais de la peinture, et c'est aussi d'essayer de réussir à faire des accrochages ou des dialogues entre la peinture et la sculpture dans l'espace, de créer des nouvelles narrations, et surtout de prendre la question de l'amitié comme statement de vie, quoi, en tant qu'artiste, de juste de se soutenir, parce qu'en fait c'est pas souvent facile, enfin, de faire ce métier, et du coup juste de prendre des moments à créer des œuvres pour nous et de les accrocher entre nous. Et donc ça, c'était un duo show à établissement 2 ans après notre diplôme, avec une super équipe d'établissement, avec Michael Vadenabel, Harald Thies, Margot, Étienne, qui nous ont donné carte blanche pour toute l'expo. Donc c'était vraiment un moment important pour nous de faire ces pièces, d'essayer de saisir l'occasion. On a pris toute la galerie comme un atelier, donc on a fait toutes nos pièces là-bas. C'était une expérience assez unique. Et donc j'ai fait cette série de bancs de personnages en X avec des pieds de pigeon, parce que le pied de pigeon en Turquie c'est assez c'est plutôt propre et plutôt un animal sacré, le pigeon, contrairement en France où il est sale, dégueu, caca, machin. Et en fait, je me suis dit que il y avait cette sensation. Enfin, déjà, j'aime bien cette idée du banc public parce que c'est vraiment, socialement et architecturalement parlant, l'endroit qui est gratuit dans la société. Enfin, on n'a pas besoin de payer un café ou un truc quand on n'a pas d'argent. On peut juste se poser sur un banc. Il y a un rapport un peu comme ça mélangé. Tu peux avoir toute classe de la société sur un banc public.
Et c'est de plus en plus rare parce que maintenant on met des pics partout, anti-SDF et tout. Donc pour moi c'était important de faire ces bancs en miniature, c'est des petits bancs comme ça, tout petits, avec ces personnages qui sont bien sûr mêlés, qui mêlent je pense leur vie à l'alcool, avec ces petits flashs à côté que je pose. Et l'idée c'est d'avoir ces pigeons quand ils sont entre nos pattes comme ça à Paris, où en fait presque ces pigeons ils deviennent le corps de ce banc. Donc c'était l'idée de faire une sorte de banc hybride comme ça, comme si le pigeon était mort sous nos pieds. Et voilà, ça c'est une sorte de manière aussi pour nous de discuter, de faire cette discussion et comment est-ce que les pièces de Raphaël devant et les miennes derrière opèrent dans l'espace d'expo. Là c'est sa lampe aussi avec une image porno, et là il y a la scène avec les escargots que moi je peins sur des mini chaises Emmanuel. Voilà, c'est un jeu de mots entre l'idée de demander en anglais et le mot militaire en turc qui est le même mot. Et puis, c'est aussi à cette exposition-là que j'ai commencé cette série qu'on voit à Big Apple. Tu peux m'ouvrir la deuxième, s'il te plaît? Voilà. Non, comme ça, voilà. Ça, c'est les deux premières, voilà, de cette série qu'on voit ici. Et pour moi, c'était important de vous montrer les deux premières, qui sont justement dans cette suite où, en fait, les pieds sont devenus les oreilles de chien, les chaussures sont devenues aussi, à d'autres endroits, les pieds d'une toile, et les chapeaux aussi. Et en fait, après la question du voile, du drapé dans les champs, là, je me suis mise à utiliser la question du châle et plus du voile, mais comme outil aussi assez social en fait, parce qu'en fait on peut devenir n'importe qui avec ce châle, et il y a bien sûr qu'il y a une question de classe sociale, on peut beaucoup plus figurer par la marque qu'on porte, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez universel dans ce châle, parce qu'il y a autant une mamie en Italie au marché qui peut porter ce châle que ma mère quand elle ramassait dans les champs de coton pour se protéger juste du soleil, pas du tout pour une question religieuse. Mais voilà, je trouvais que c'était un objet qui pouvait justement à des endroits poser question et fausser notre regard et nos rapports à voir les images et les préconçus qu'on a sur l'identité des gens. Peut-être pour dire un petit mot sur comment vous avez travaillé avec Raphaël pour cette expo. Tu disais que vous aviez travaillé sur place directement dans le lieu à établissement. Comment ça se passe l'aller-retour? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez fait des pièces ensemble, où il y avait quand même ce choix de chacun faire ses pièces et à la fois de voir comment ils discutent, comment vous avez un peu créé ou conçu ce truc-là? Ce qui était bien, c'est qu'on a créé ensemble dans le même espace, donc en fait on voyait constamment ce que l'autre faisait, et on avait un peu déjà parlé de ce qui nous intéressait ensemble, de ce qu'on voulait mettre en lien ou pas. Et c'est assez intuitif parce qu'on sent quand il y a des choses qui ne discutent pas, on les retire. Et il y a des sujets qui sont très différents, mais en même temps des motifs et d'autres sujets qui sont très similaires, comme la présence de l'argent, qui est très présente aussi dans le travail de Raphaël. Et des mouches, des insectes, beaucoup dans le travail de Raphaël aussi. Et l'idée, c'est d'être dans une question de la communication constamment, mais de créer ensemble. Et on avait fait une résidence comme ça à la Villa Belleville ensemble. En fait, c'est pareil, ça nous a permis en fait de se mettre dans un rapport, pas de danger, mais de plus être dans son confort personnel de sa pratique, mais d'être dans celui d'un groupe, d'amis. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que c'est très rare les endroits qui acceptent ça, ces profils-là, parce que on n'est pas un duo. On fait pas des pièces, on signe pas des pièces à deux. Et en fait, le fait qu'on n'est pas un duo, et ben maintenant, on se fait refuser plein d'appels à projets de résidence, parce que en fait, ça leur va pas de comprendre que des artistes veulent travailler ensemble en tant qu'amis et en tant qu'artistes. Mais on signe pas de pièces, du coup ça les satisfait pas dans leur système de pensée, l'art, et ils comprennent pas le système plus l'amitié politique, le travail. Et la pièce qu'on a, on va dire, co-signée avec Raphaël, c'est un t-shirt qui est en fait un objet de texte. Donc il y a Romain Noël qui a écrit un texte sur l'exposition, et devant c'était des sérigraphies et de la couture que j'avais faites, et donc c'était une collaboration entre chacun nos deux motifs et nos deux recherches là-dessus, et qu'on avait vendu et qu'on avait aussi utilisé comme pour le finissage comme
Pas de photos, désolé, mais c'était un background derrière les chanteurs. C'était une soirée de concert et de performance et les t-shirts, ils devenaient le mur. Une petite scéno, quoi. Donc, peut-être, oui, pour conclure, on va revenir à un moment de résidence que tu as fait. Comme on disait, parfois on se fait vraiment chier en résidence. On est loin de chez soi, et puis surtout on arrive dans des contextes, surtout quand on travaille à partir d'un contexte ou de sa vie, etc. On arrive dans des contextes complètement différents. Du coup, ça amène à avoir des boulots, des œuvres à la fois qu'on n'aurait pas prévues, mais qui parfois, il y a vraiment un décalage avec ce qu'on a profondément envie de faire. Donc là, oui, voilà, si tu veux dire un mot sur ce projet-là, c'était à Clermont-Ferrand, je crois. Ouais, c'est ça. Ça a commencé à Clermont-Ferrand, donc ça c'est des trempages pendant une petite résidence courte à Clermont, chez Artistes en résidence, ça s'appelle. Et ça c'est chez un chaman ostéopathe. Enfin, il est d'abord ostéopathe, on va le présenter comme ça, et en fait il se dit chaman, il faut contextualiser. Donc ça c'est des bassins qu'il a creusés dans son jardin. Et en fait c'est des bassins composés de fer. Donc qui sont en fait guérisseurs, quoi, thermales. Enfin, en fait, Clermont est réputé pour ça, mais je savais pas. Et c'est venu un moment, voilà, où moi je perdais mon grand-père nomade et guérisseur. Donc j'avais l'impression de perdre une sorte de quête d'identité, de trucs d'histoire. Et on m'a dit, mais il y a un voisin, c'est un chaman. Mais en fait, donc déjà je le remercie vachement parce qu'il m'a prêté ses bassins. Et j'ai pu faire des trempages chez lui. Mais c'est vrai que la question du chaman, elle est tellement différente en Europe aussi. Enfin, c'était très étrange pour moi parce que c'était comme une sorte de mime, une pièce de théâtre où il jouait devant moi la question du chaman. Donc, c'est pas grave. Moi, s'il y croit, tant mieux. Et moi, j'y crois parce qu'il m'invite chez lui. Donc, voilà. Mais après, je vous expliquerai pourquoi maintenant je voudrais le faire ailleurs. Mais donc voilà, j'ai peint. En fait, une fois que je les ai trempés, c'est des nappes de restaurant et des draps. Ils sont tout blancs. Et en fait, après, ils deviennent orange bizarre, marron. Et je viens peindre au tuyau d'arrosoir, d'arrosage là un peu fort. Donc je reviens peindre avec ça. Donc j'enlève de la matière. Et ensuite, je les tends sur des châssis. Donc voilà, là, c'est les lignes blanches que vous voyez. C'est le tuyau d'arrosage. Certains et d'autres lignes c'est de l'aérographe et c'est une série qui est du coup après pendant 2 ans elles ont été figées parce que j'ai jamais eu l'espace en fait d'atelier pour pouvoir faire des aussi grands tableaux parce que j'avais jamais fait des grands trucs en fait quand j'ai pas d'atelier, quand j'ai pas de résidence, je fais des petits trucs. Et donc là j'étais en résidence à Chartres qui est à 1 heure de Paris. C'est une résidence des académiciens de Paris qui vient de sortir il y a 2 ans, qui est super en soi parce que c'est la première fois qu'on est payé aussi. Donc en fait, dans une question d'être artiste, c'est pas mal d'être payé chaque mois pour ce que tu fais. Et par un super directeur qui est Jean-Michel Autoniel, donc une star de l'art contemporain qui au final a été assez disponible et très généreux et tout dans son regard. Et donc j'avais un super atelier de 40 mètres carrés au moins, incroyable, et j'ai pu faire une énorme pièce là-bas. Et en fait j'ai cousu ces morceaux de tissu ensemble comme des sortes de cicatrices, un peu pansements, et j'ai commencé à dessiner, à gommer, et en fait c'était un peu un luxe de pouvoir pendant 8 mois avoir une résidence où on se pose plus la question d'un rendu direct mais d'essayer quelque chose. Et l'idée c'était pour moi comme de d'écrire et de dessiner sur des feuilles, et ces feuilles c'est la toile, et c'était de faire un travail d'accumulation en fait, sans me poser la question à la fin d'un rendu, enfin de vite un rendu. Et d'être aussi pour la première fois sur une type de peinture, je voulais essayer de pas rigoler mais d'essayer de challenger sur cette peinture qui est figurative et très très présente aujourd'hui, et sur cette peinture très très abstraite et très présente aujourd'hui, et l'entre-deux c'est toujours un peu pas ok ou pas trop compris ou étrange, trop hybride. Et du coup je me suis dit j'aimerais bien faire une peinture de loin qui paraît abstraite. Donc quand on voit, on croit que c'est une peinture abstraite, et quand on avance, on découvre les petits oiseaux, on découvre les notes de musique qui reviennent, la partition et tout. Et c'était mon but, donc voilà, d'essayer une peinture comme ça, c'était expérimental. Et le sujet, il est venu des oiseaux parce qu'on parlait de la solitude encore une fois et tout, des escargots à Hambourg et tout. Et là, c'était pareil, c'était les oiseaux.
là-bas. Du coup, j'écoutais plus de musique, ce qui est trop bizarre aussi, parce qu'en fait, ils chantaient tellement fort que pour moi, c'était comme si je leur mettais une sorte de concurrence avec ma musique. Et en vrai, c'était pas mal parce que j'essayais de me dire, ouais, ils se racontent quoi et tous ces oiseaux. Enfin, voilà. Et en fait, c'est parti d'un trip perso, encore une fois, comme les escargots sur les oiseaux. Et après, j'ai fait pareil, des petites sessions psyché sur l'envol des oiseaux. Et en fait, je me suis dit, waouh, c'est comme ça qu'on devrait marcher dans la rue. Et c'est peut-être comme ça aussi que dans les manifs, ça marche. Ils ont un système de la défense collective qui est trop joli. Parce qu'en fait, pour pouvoir se protéger des prédateurs, ils volent en groupe pour se défendre. En fait, comme ça, il peut pas attaquer d'un coup quelqu'un et ça fait un effet comme ça psychique et puis surtout de mouvement vis-à-vis du prédateur. Donc voilà, c'était la question aussi de la migration, de l'envol pour moi, de la question de l'envol comme liberté, soi-disant, et de ce que ça voulait dire. Donc voilà, j'ai commencé à dessiner plein de petits oiseaux, j'ai enregistré des oiseaux là-bas dans la forêt, et c'est devenu cette pièce qui s'appelle Mon Terre-Terre, que je montre au ver de terre, ma quête et ma quête. Donc c'est en gros une plateforme contemplative pour mater des peintures au sol, donc de plus être debout, mais de prendre le temps. C'était aussi ça mon envie, d'essayer ça. Je sais pas si ça marche, on verra, mais en tout cas j'essaie de essayer des autres systèmes de regard. C'était aussi une plateforme de méditation où il y a une musique. Et c'est surtout une plateforme pour inviter d'autres gens, donc collaborative, où j'ai invité Siam à faire une performance, Aram à faire un son, Hugo à faire une maquette, une peinture sculpture. Et ça, c'était la première partie à la Monnaie de Paris. Je crois que c'est cette photo. Attends, la Monnaie de Paris, c'est cette photo. Ouais, c'est ça. Les claquettes puantes de ce jeune garçon pour leur faire comprendre que cette terre était à elle. Elle dit les mots et quelquefois elle dansait comme ça avec la bouche remplie de merde qu'elle avait piqué d'hommes ingrats. Et elle dansait avec les yeux fermés, parfois ouverts, parfois fiers, parfois dégoûtés. Elle trouvait que les nuits étaient meilleures, le vent refroidi. Elle rêvait de se relever du sous-sol et danser avec ce peuple qui était à elle. Elle chante. Et là, elle est en train de dire prix et on s'est fait censurer parce qu'elle dit prix Palestine. C'était un mois juste après le début de la guerre. Et c'est la première fois que que j'ai pas compris pourquoi j'étais censurée alors que mes parents sont partis du bled parce que censure. Et en fait, d'un coup, on te censure. En tout cas, ils ont censuré elle, mais aussi, du coup, par le biais de toute la pièce. Voilà, ça c'est anecdotique. C'est juste, c'était un peu bizarre et violent et juste comment est-ce que aussi la France rentre dans cette question de la censure au final. Voilà, ça c'était la flash info. Et donc ça c'était à la Monnaie, donc c'était Siam qui intervenait dans une performance. Et ensuite au Crac Alsace, ils ont repris la pièce et ils ont été super généreux et à l'écoute de la manière dont je voulais travailler cette pièce, qui n'était pas une pièce encore une fois figée, et c'était de savoir comment je pouvais continuer à inviter des gens. Et cette fois c'était aussi un constat. En France, personne n'allait sur les tapis, ils n'ont pas la culture de s'asseoir par terre, d'enlever ses chaussures. Et en fait je me suis rendu compte qu'il fallait que je crée une assise pour les spectateurs, parce que sinon personne allait s'allonger pendant 1 heure pour écouter le son d'Aram. Donc on a créé ces assises avec ma mère. Donc l'invitée artiste c'était ma mère. Elle est ici. Donc là, elle essaye de dessiner, parce que pour elle, ça n'a pas de sens de dessiner. Donc elle essaye de comprendre comment elle pourrait dessiner. Et elle sait faire de la couture. Elle fait de la couture comme une maman, quoi. Trop mignonne. Et donc notre langage était par le biais de la couture, parce que ces toiles ont beaucoup de couture et parce que c'est une technique que ma mère m'apprend, quoi, la couture.
Et du coup, elle a été l'artiste invitée. Donc, on fait une sorte de conversation où elle fait les motifs et moi, je fais la peinture dessus et je fais d'autres motifs. Une sorte de va-et-vient. Les lumières sont faites aussi avec l'aide de mon père qui est électricien. Donc, il y a vraiment cette question de la communauté, de la famille, de travailler aussi d'autres techniques qui sont beaucoup plus populaires et beaucoup moins académiques que j'ai appris aussi à l'école ou voilà dans ce système-là. Et c'est des trucs avec des bijoux, des chaînes récupérées, d'autres achetées. Chacun a un peu sa thématique. Il y en a un, c'est que des armes, des fusils. T'en as d'autres, c'est que des pièces de monnaie. Et d'autres, c'est des tours Eiffel. Voilà, dans des questions qui m'intéressent. Et puis... Et puis oui. Donc pour revenir, cette pièce, j'ai une bourse pour la continuer. Et donc j'aimerais beaucoup. Là, je dois aller en Turquie pour faire les mêmes trempages dans des espaces de guérison et avec des chamans de mon pays aussi, parce que c'est aussi un endroit où justement il y a toute mon histoire et mon héritage, et d'essayer de faire ça dans un plus long temps. Et de faire des énormes paysages, parce que même dans une question de peintre, c'était la première fois que je faisais un paysage. Je faisais que des portraits ou des natures mortes, et je me suis dit, ok, vas-y, maintenant je fais un paysage. Donc ça, c'était mon premier paysage, et là maintenant j'aimerais faire un très grand paysage de 4x4, un truc qui nous dépasse et qui nous fait nous taire peut-être un peu. Je veux dire, dans la question de la grandeur, de l'échelle de la nature, même si c'est pas de la nature qui est présenté là. Et du coup, le chien qu'on voit dans l'expo à Big Apple, ça serait les spectateurs de ces paysages, avec d'autres sortes de cafards sur chevalet. Et ça, c'est la suite dans le futur. J'espère dans 1 an et demi, j'aurai fini peut-être toute cette install. Et avec Clément, je voulais qu'on termine avec une soupe. Une recette d'une soupe que ma mère m'a partagée depuis tout le temps, et c'est ma soupe préférée. Et je voulais juste vous la montrer parce qu'en fait, dessus, c'est une petite recette qui change tout dans vos cuisines. C'est un beurre, donc tu prends du beurre, tu la fais cuire avec de la menthe séchée et du piment, mais cuire doucement, hein, juste ça infuse comme ça. Tout doucement, ton beurre, il devient un peu rosé comme ça. Il y a une odeur qui se dégage, et en fait, tu mets ça dans n'importe quelle soupe. Mais n'importe quel, même un truc qui a pas de goût. Mais d'un coup, il y a une révolution dans le palais. C'est très bon. Et ça, c'est une soupe de lentilles corail, patates et carottes. Si vous la voulez, je vous l'envoie. Elle est trop bonne. Elle est pas chère et excellente. Merci beaucoup pour le partage de la recette et pour le partage de ton travail en règle générale. En tout cas, au nom de Big Apple, on est hyper content de t'avoir invité et que tu sois là pour cette exposition et que tu aies partagé avec tout ton travail. Donc vraiment, merci. Si certains ont des questions, c'est le moment. Sinon, on peut arrêter là et passer au live de Della Savelli dans quelques minutes.